Donc effectivement, on va parler approche intégrée, surtout donc, dans un contexte au Maroc et en Tunisie, donc Nord-Afrique. L'approche intégrée autant au point de vue continuum, atmosphère, sol, plante, qu'une approche intégrée dans son contexte nord-africain. Donc on va parler de notre outil de la décision pour le conseil à l'irrigation qui s'appelle SoWater, dans un cadre contraint de la gestion de l'eau. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut dire par cadre contraint? Bien sûr, c'est le cadre ici de l'irrigation. Au Maroc, on est vraiment, on a une forte pression sur la ressource en eau parce qu'on a une forte diminution de la disponibilité de l'eau. En 1960, on avait environ 2500 mètres cubes d'eau douce disponibles par habitant et par an. Et là, en 2020, on est passé à 500 mètres cubes d'eau douce. Donc, on a vraiment une très forte diminution de la disponibilité en eau. Et donc, forcément, comme ça a été présenté auparavant, l'agriculture est un des secteurs qui utilise le plus d'eau. Donc, du coup, historiquement, au Maroc notamment, on va avoir beaucoup d'irrigation gravitaire qui nécessite beaucoup de ressources en eau. Donc du coup, il s'agit de piloter maintenant l'utilisation de cette eau-là, avec en plus une modulation de l'irrigation. Donc ça, c'est un effort qui a été fait à un niveau national, notamment encore une fois au niveau du Maroc, avec le plan Maroc Vert, où on va avoir beaucoup de nouveaux dispositifs qui vont être mis en place. Notamment, on a le goutte à goutte qui maintenant représente 7% de la surface irriguée. Donc c'est même plus qu'en France, où je crois on est à 5%. Donc voilà, maintenant on a l'équipement, mais il faut l'activer et en fait l'utiliser tout simplement. Et tout ça, ça s'accompagne avec l'évolution des pratiques. Donc encore une fois, changer cette mentalité que irriguer en excès, c'est mieux, et plutôt arriver vers le concept d'une dose minimum. Voilà. Donc comment est-ce que nous, on a attaqué ça? C'est qu'en fait, on a des clients très différents. Certains qui sont très techniques, qui veulent avoir des profils de type ce que nous a présenté Coris auparavant, et d'autres qui veulent tout simplement avoir l'information du nombre d'heures d'irrigation à mettre sur leur parcelle. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu donner plusieurs niveaux de valeur. Donc le premier niveau qui est très basique, je pense que ceux qui travaillent sur l'eau connaissent très bien cette technique. Donc c'est tout simplement le papier de la FAO 56 basé sur Penman Mantis, qui calcule un ET0 et qui après est corrigé par du cassé ici qu'on a pris dans la littérature. Juste ET0, cassé, ouais, quelques pardon, petites... Ça a été juste dit un petit peu auparavant, mais effectivement, ET0, c'est l'évapotranspiration standard. Le cassé, ça va être donc le coefficient cultural qui va permettre de corriger cet ET0 pour arriver vers un ETC de culture. Donc, c'est-à-dire adapté à la culture, au stade, voilà. Et donc en deuxième point, donc on a une introduction d'une valeur plus spatialisée avec donc le remote sensing, c'est ici dans notre cas des images satellitaires, notamment Sentinel-2, et où justement on va pouvoir calculer ce coefficient culturel, donc cette correction, avec des images qui sont en fait vraiment des données qui reflètent la réalité. Voilà, bien sûr avec des difficultés que je vais développer plus tard. Et en troisième point, donc c'est des mesures de terrain par sonde capacitive. Là, je vais peut-être pas trop détailler, c'est ce qu'on peut présenter auparavant. Et donc on comprend que les clients veulent ou l'un ou l'autre ou cumulent plusieurs de ces niveaux. Ouais, donc en fait, on va aller vers un niveau de complexité. Le 1, c'est vraiment la base, c'est ce qui est très facile à automatiser. Le niveau numéro 2 avec le remote sensing, ça donne vraiment une information spatiale qui est très appréciée par les clients, effectivement, mais qui nécessite bien sûr plus de recherche et développement. Bon, c'est mes slides de plus tard, mais ça ira. Et la troisième, mesure de terrain, du coup, par sonde capacitive, là aussi, ça demande plus d'énergie, on va dire, sur le déploiement, bien sûr, parce que ça nécessite, c'est les questions qu'il y a eu auparavant, de planifier où mettre les sondes. Quel plan d'échantillonnage, etc. Voilà, c'est ça. Et un déplacement sur le terrain, plus quelle un maintenance, suivi. etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Et l'installation, parfois aussi, du coup, de comment faire voyager l'information, donc avec du LoRa, etc. Donc du coup, quel résultat? Je ne sais pas si j'ai forcément le temps pour la vidéo. Si je vais avancer un petit peu. Salam alaikum, Sofiane Laguiq, Donc on comprend du coup que vous êtes encore une fois dans un contexte international, Maroc, Tunisie. Voilà. Et là, en l'occurrence, on est dans la région de Beni Mellal, au Maroc. Au Maroc.
كتكون من 100 كتار الحوامض و20 كتار الرمان. دونك كما كتعرفوا اليوم ان تدبير مياه السقي من اهم العوامل باش كتنجح واحد الفلاحه من ناحيه ديال الانتاجيه ومن ناحيه ديال الجوده. اليوم كنعرفوا بزاف ديال الفلاحه انهم هذا العامل ما كيطبقوش 100%، لان هناك بعض المعلومات اللي تكون ناقصاهم باش انهم يوصلوا لواحد الكميه الكافيه باش انهم يوصلوا ديك الفلاحه ديالهم لواحد المردوديه مزيانه واحد الانتاجيه مزيانه. دونك الحمد لله اليوم خدمنا بالتجربه مع مجموعه سويت على اننا كيفاش نسيروا مياه السقي هنا بالنسبه للحوامض عندنا في هذه الضيعه ديال ولاد مبارك. الحمد لله وصلنا لنتائج مشرفه، عرفنا اننا شحال غادي نعطيو ديال الكميه ديال الماء والوقت ديال الوقت المناسب ديال اننا نعطيو الماء، وبالتالي اننا الحمد لله نقدروا نوصلوا لنتائج مشرفه بالنسبه للانتاجيه والمردوديه ديال الحوامض. دونك التطبيق ديال سويت كيعتمد على 3 ديال الحوايج. اول حاجه اننا كيعطينا الظروف المناخيه ديال تقريبا ديال الاسبوع، وبالتالي كنعرفوا اننا ما هم زعما الظروف اللي جايه سواء غتكون الشتاء او الشمس او السخونيه باش حنا نقدروا نتعاملوا مع هذوك الظروف سواء en quoi c'est low cost. ثاني حاجه كيعطيونا كل يوم على الكميه ديال الماء اللي نقدروا نعطيو. ثاني حاجه en fait sur les premiers niveaux on est sur un niveau d'automatisation assez comment dire avancé. Voilà, pour le premier niveau c'est totalement automatisé, pour le deuxième niveau là où on a déjà fait le travail R&D c'est automatisé aussi. Donc tout simplement on arrive à faire tout à partir d'une application. Et après, pour ce qui est des mesures terrain, là, on a un peu plus besoin de moyens forcément pour se déplacer, etc. Mais on va pouvoir aussi mettre en place certaines, peut-être pas low-tech non plus, mais des choses plus qui nécessitent moins d'investissement. On a parlé des capteurs de flux de sève auparavant, c'est des choses qu'on peut aussi installer avec des capteurs plus simples, entre guillemets, qui sont peut-être moins précis, mais plus simples. Oui, encore une fois, on se trompe moins en faisant que rien, on va dire. Voilà, c'est ça. On accepte le fait d'être moins précis parce qu'on est dans une situation où, pour l'instant, le niveau d'équipement est nul ou quasi nul. Et donc déjà commencer à déployer des choses permet d'avancer. C'est ça, parce qu'on compare, comme j'ai dit en introduction, à un contexte où il y avait presque que du gravitaire, à des choses qui d'un coup gagnent largement en précision. Donc l'idée c'était d'être parfois moins en profondeur mais beaucoup plus large en termes d'impact et de taux de déploiement. Et de faire la première étape, ça c'est ce que je reviendrai dessus après, mais forcément il y a l'adoption des pratiques qui est un autre problème. Voilà. Mais du coup, au-delà de l'exemple de la vidéo d'auparavant où, entre guillemets, tout s'est bien passé, là, je vais vous présenter 2 exemples qui ont fait réfléchir, avancer aussi notre solution. Donc là, vous voyez 2 photos. À gauche, ça s'est passé au Maroc et à droite en Tunisie. Donc à gauche, l'agriculteur a eu son conseil SoWater, mais malheureusement, il n'a pas pu l'appliquer tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le bassin. Donc en fait, il y avait une impossibilité due au contexte. Donc de ça, on a appris 2 choses. La première, c'est que malgré le fait que le conseil n'était pas applicable, l'agriculteur a continué à vouloir les conseils SoWater parce que il va en fait gagner, il va valoriser quand même le fait de comparer le conseil, donc ce qui aurait dû être fait, face à ce qu'il a vraiment fait. Donc c'était souhaité mais pas possible, mais voilà. Pour autant l'information lui restait utile pour peut-être planifier la fin de sa saison, planifier la suite par rapport à entre guillemets les manques qu'il y a eu, notamment au niveau du calibre. Et la deuxième chose que ça nous a appris, c'est que bien sûr en fait il faut qu'on s'adapte à ce contexte-là et qu'on soit capable de donner à ces agriculteurs une autre information qui est je n'ai pas le choix, j'ai ça comme eau, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je la mets, comment est-ce que j'optimise avec ce que j'ai seulement et pas par rapport à ce qui serait idéal. Voilà. Et à droite, du coup, c'est une parcelle en Tunisie. Cette fois-ci-là, on est dans un contexte où il n'y a pas du tout de stress, enfin, il n'y a pas eu de contraintes au point de vue de la ressource, mais malgré ça, l'utilisateur n'a pas voulu mettre la dose recommandée. Bon, malheureusement pour lui, il a eu des calibres trop faibles et il n'a pas pu faire d'exportation cette année-là. Donc du coup, ce que ça nous dit de ce côté-là, c'est que quand on a le standard et qu'on peut l'appliquer, vraiment, il faut qu'on accompagne les utilisateurs pour que ce soit appliqué. Donc voilà, au final, on a eu 2 cas où le conseil n'a pas été appliqué et on voit que si ça peut être appliqué, il faut vraiment pousser pour que ce soit le cas. Et si ce n'est pas le cas, il faut que le conseil s'adapte en fait à ce qui est possible. Voilà.
Donc du coup, quelles limites et difficultés maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça? Donc l'adoption du produit, on en a déjà parlé plusieurs fois. Là, c'est peut-être plus des limites au niveau des utilisateurs ou du contexte. Donc on a bien sûr tout ce qui est limite vis-à-vis de l'Internet. On travaille à partir d'une application, donc bon, s'il n'y a pas Internet, ça devient un petit peu plus compliqué. Aussi de la connaissance du vocabulaire, de l'analphabétisme parfois. On a un problème de généralisabilité. Donc ça, c'est plus du côté R&D où, moi, par exemple, sur les coefficients culturaux obtenus à travers les images remote sensing, où on travaille en fait culture par culture. Donc là, on l'a fait sur les agrumes, par exemple, mais c'est quelque chose qu'il va falloir généraliser sur d'autres cultures, mais ça demande du temps et de l'investissement. Et à la limite des approches combinatoires, donc ça, c'est notamment quand on va lier en fait les approches entre les sondes capacitives et le remote sensing, parce que c'est deux données très différentes qui sont pas à la même échelle, pas à la même échelle de temps, etc. Et du coup, il faut réussir à les utiliser ensemble. C'est ça, et puis de les mettre à disposition sous un format application dans le téléphone, voilà, compréhensible dans la poche de l'agriculteur qui lit pas forcément l'anglais, ni le français, ni voilà, donc avec des histoires de pictogrammes, j'imagine, qui permettent de rendre le conseil le plus simple et efficace. Et encore une fois, du coup, les différents niveaux qui intéressent les agriculteurs, si on peut dire, soit je veux juste l'information simple qui me dit quoi faire, soit je veux comprendre vraiment, voilà, on a tout type de profil et effectivement mettre cette information à disposition. Quelle suite, du coup? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Tout d'abord, en premier, on continue ce qu'on fait, c'est-à-dire aller sur le terrain, récupérer de la donnée, installer des sondes. En deuxième, on se dirige aussi vers de nouvelles sources de données. Par exemple, nous, pour le moment, on n'utilise que du Sentinel-2 en remote sensing, mais comme ça a été cité plus tôt, on a Sentinel-1 en radar, on a aussi éventuellement Sentinel-3 en thermique, même si la résolution est quand même assez large. Et d'autres sources de données aussi, des données open source, par exemple de données de sol, ou d'autres types de modèles qui mettent en avant de l'ET0. Et enfin, en dernier point, ce qu'on appelle on-farm experimentation, donc l'expérimentation sur ferme, si l'on peut dire, qui est vraiment en fait au cœur de notre solution. En conditions réelles, on pourrait dire, avec des vrais agriculteurs qui ont des pratiques commerciales. Oui, il s'agit en fait de vraiment co-créer l'application avec eux pour que vraiment le développement et l'adoption soient rythmés pareillement. C'est ça. Vous avez tous, d'ailleurs, dans cette deuxième séquence autour des outils de pilotage, insisté non seulement sur les aspects techniques, mais surtout sur des aspects liés à l'adoption et l'intégration des résultats dans les pratiques concrètes des agriculteurs, de l'intérêt de développer des approches type Living Lab qui sont évoquées en filigrane dans votre présentation. J'ai commencé à vous présenter en parlant d'approche low cost. Quel est le coût de ce low cost? Alors, encore une fois, on parle, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux d'IA, les mêmes ni même hiérarchies, j'imagine, quand on parle de Maroc, Tunisie ou de la France, mais quelques ordres de grandeur pour qu'on comprenne. Est-ce que c'est très accessible ou est-ce que c'est une question délicate que je vous pose? Alors, honnêtement, moi, je suis en R&D, je ne sais pas trop. Très bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la salle qui pourra répondre à cela. Vous pouvez venir nous voir sur notre stand. Il y aura mon collègue qui sera là pour répondre à ce genre de questions. Merci beaucoup, Léa. Merci à vous. Merci. Oui, bien sûr, applaudissez-la pour la remercier.